20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. L'une des plus grandes figures de l'art africain contemporain s'est éteinte ce jeudi 1er décembre. Le sculpteur Ousmane Sow nous a quittés à 81 ans. Il est décédé des suites d'une longue maladie. Premier artiste noir à entrer à l'Académie française des beaux-arts, Ousmane Sow a marqué l'humanité entière par sa créativité. Dans cette édition, son portrait est un retour sur ses plus grandes expositions à travers le monde. Le front Manko Wattu Sénégal actuellement au Palais de la République pour rencontrer le chef de l'État. Pour l'heure, rien n'a encore filtré de cet entretien qui va porter sur plusieurs sujets, notamment la révision du fichier électoral. Idrissa Seck, grand absent de cette rencontre, s'est fait représenter par le numéro 2 de son parti. Le procès de Barthélémy Dias renvoyé à la date du 25 janvier 2017. Raison de ce report, les avocats des différentes parties veulent mieux s'imprégner du dossier et demandent la présence de tous les témoins cités dans cette affaire. Maître Aïssata Tall Sall, avocate du mis en cause, affirme qu'il y a une main politique dans le dossier Barthélémy Dias. Ce 1er décembre, journée mondiale dédiée aux tirailleurs, occasion saisie par la rédaction pour vous présenter Biram Senghor, fils de tirailleur, 72 ans après le massacre qui a emporté son père. Biram Senghor réclame justice à la France. Et puis hors de chez nous, François Hollande renonce à se présenter en 2017, une démarche inédite dans l'histoire de la Ve République. Jamais aucun président français n'avait jusqu'ici renoncé à briguer un second mandat dans l'histoire de la République française. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons donc avec la mort du géant africain de la sculpture. L'artiste Ousmane Sow nous a quittés ce jeudi à Dakar après une longue maladie. Il était âgé de 81 ans. Le 11 décembre 2013, Ousmane Sow était le premier artiste noir à entrer à l'Académie française des beaux-arts. Il a marqué son époque par son immense créativité et sa passion pour les arts. Son portrait nous est dressé par Mamadou Ndiaye. Ousmane Sow, le géant des arts, l'enfant de Dakar, l'homme aux œuvres gigantesques, à la barbe toujours bien taillée, à la tête bien pleine et bien faite. Tout en lui est art et beauté. La beauté de l'homme noir, par son physique, il a su pendant des décennies la mettre en valeur. Ensuite, séduire le monde et faire de certaines rues européennes des galeries africaines. De Rebus à Paris, il lui a fallu bien du temps pour bien pétrir la pâte, la faire prendre, la dompter et en faire des géants presque à sa taille. Et pourtant, au tout début, un petit orphelin. Pour sa mère, il part à l'aventure, les poches vides, la tête pleine d'ambition. Le rêve de l'enfant de Rebus de devenir sculpteur dort quelque part. De fil en aiguille, il tisse sa toile, vit de petits métiers, se fait héberger dans les commissariats, renonce aux beaux-arts et devient kinésithérapeute. Une façon toujours pour lui de travailler le corps. En attendant l'âge de la maturité artistique, 50 ans. À 50 ans, il est révélé au monde. Une première exposition sur les lutteurs Nuba. Début d'une riche carrière artistique. 30 ans après, le géant qui a séduit le monde grâce à l'argile règne toujours. Ses œuvres vont continuer d'accompagner le quotidien des gens d'ici et d'ailleurs. Assouben Thioub, merci. Les morts ne sont pas morts, disait Birago Diop. De ce géant de l'art africain, on retiendra des œuvres qui ont marqué l'humanité entière. D'abord la série Nuba qui fit sa gloire en 1987. 5 ans après, la Documenta de Kassel en 1992. Et enfin, la bataille du Little Bighorn, une de ses plus grandes expositions. Son œuvre la plus connue en Europe demeure certainement Le coureur sur la ligne de départ dédié au comité olympique. Retour sur les œuvres du maestro avec Ibou Diouf. Ousmane Sow, un artiste de renommée internationale, il a réussi à travers ses œuvres replacer l'âme au corps de la sculpture et l'Afrique au corps de l'Europe. En passant d'un continent à un autre, il rend hommage à l'homme dans ses créations
surtout à travers la bataille de Little Bighorn aux ultimes guerriers d'un même soleil. Des peuplades d'Afrique aux Indiens d'Amérique, il recherche le fluide de ces hommes debout. Révélé en 1987 au Centre culturel français de Dakar, où il présente sa première série sur les lutteurs Nuba, l'artiste expose 6 ans plus tard, en 1993, à la Documenta de Cassel, en Allemagne, puis en 1995 au Palazzo Grasso, à l'occasion du centenaire de la Biennale de Venise. Son exposition sur les ponts des arts au printemps de 1999 attira plus de 3 millions de visiteurs. Depuis, son œuvre a été exposée dans une vingtaine de lieux, dont le Whitney Museum à New York. En 1984, Ousmane Sow réalise sa première série de sculptures, les Nuba. En 1988, naissent les Maasai. En 1991, les Zoulous et en 1993, les Peuls. En 2001, il confie aux fonderies de Coubertin et aux fonderies suisses la réalisation de ses premiers bronzes réalisés à partir de ses originaux. 18 bronzes ont depuis vu le jour. Cette même année, il réalise une commande pour le Comité international des Jeux olympiques, le coureur sur la ligne de départ, aujourd'hui installé au musée des Jeux olympiques à Lausanne. En 2002, il crée à la demande du Médecin du Monde une sculpture de Victor Hugo pour la première journée du refus de l'exclusion et de la misère. Le bronze de cette sculpture a été commandé par la municipalité de Besançon, ville natale du poète. En 2007, Ousmane Sow travaille à la création de petites sculptures Nuba et à celle des sculptures monumentales en hommage aux grands hommes qui marquèrent sa vie. Ousmane Sow aimait également la littérature à travers ses œuvres, surtout Le Soleil en face et également Béatrice Soulet. L'homme est au centre de son œuvre, ses statues sont toujours plus grandes que la moyenne. Le corps athlétique et musclé leur donne un aspect protecteur. Repose en paix, l'artiste. Adieu l'artiste. Parlons actualité judiciaire à présent. Le procès de Barthélémy Dias renvoyé à la date du 25 janvier 2017. Après la levée de l'immunité parlementaire du député socialiste, les avocats constitués ce matin veulent connaître davantage le dossier. Ils exigent également la présence de tous les témoins cités dans cette affaire. Les avocats des deux parties ont demandé et obtenu une audience spéciale donc fixée au 25 janvier prochain. Maître Aïssata Tall Sall d'ajouter qu'il y a une main politique dans le dossier de son client. Retour au palais de justice, c'est avec Souleymane Touré sur les images de Léa Niafouna. Barthélémy Dias devant la barre, 10 heures passées de 15 minutes. 10 minutes d'échange de propos entre les avocats et le procureur Ali Siré Ndiaye. Le procès sera renvoyé jusqu'au 25 janvier prochain par le président de la 3e chambre correctionnelle de Dakar. Nous avons vu qu'il y a eu des prévenus qui n'ont pas été là. Ils ont été appelés, ils n'ont pas comparu. Et les droits de la défense sont des droits sacrés. Ils veulent que le prévenu, avant d'être jugé, que toutes les commodités soient prises pour que ce prévenu soit averti et qu'il comparaisse. Des avocats se sont constitués de tous les côtés, donc ils viennent d'entrer dans la procédure et il leur faut exercer pleinement leur mission, à commencer par la possession du dossier et de la procédure lui-même. Au-delà de ces motivations de renvoi sur table, Maître Aïssata Tall Sall n'est pas loin de penser comme son client qui qualifie ce procès de mascarade politique. C'est un dossier judiciaire qui mérite d'être traité avec toute la dignité qui sied pour les professionnels de justice que nous sommes. Pour autant, on ne peut pas ne pas penser qu'il y a des relents politiques dans cette affaire-là. Et nous le démontrerons le 25 janvier. Nous donnerons la primeur de cette démonstration au tribunal face auquel nous serons le 25 janvier. Les avocats de Barthélémy Dias, comme Diaga Diouf, ont tous demandé le renvoi de ce procès pour s'imprégner davantage du dossier après la levée de l'immunité parlementaire du député socialiste. Le président de la 3e chambre correctionnelle de Dakar de préciser que le 25 janvier 2017 sera la date butoir de renvoi. Et puis le Parti socialiste a réitéré sa totale solidarité aux camarades Barthélémy Dias en réunion de secrétariat exécutif. Ousmane Tanordien et ses camarades disent faire confiance à la justice. Les socialistes espèrent que le droit sera dit dans cette affaire. Je vous propose d'écouter Maître Moussa Bokartiam, porte-parole adjoint du PS. Il est au micro de Dissa Préra et Modou Diop. waaw xam nga suñu camarade Barthélémy Dias depuis 2011 bi bu mu amee tolof yooyu ci mairie bi nga ko agressé ci mairie bi boobu ba léegi PS parti bi yëpp dafa manko ànd ak moom.
Nous nous excusons pour la qualité de cet élément qui est plutôt en Wolof. Nous n'excluons pas d'y revenir certainement dans nos prochaines éditions. Vous le savez, je vous le disais en titre, le chef de l'État reçoit en ce moment même la coalition Manko Wattu Sénégal. Idrissa Seck, grand absent à cette rencontre, sera représenté par son numéro 2. Selon Thierno Bocoum, chargé de communication de Rewmi, ce qui importe, c'est que les différents partis présents s'entendent pour une concertation fructueuse sur le fichier électoral. Thierno Bocoum, que je vous propose d'écouter au micro d'Aminata Mbaresso et Moudou Diop. Le président Idrissa Seck ne s'est pas prononcé sur cette question. Il faut dire très clairement que le Rewmi est membre de Wattu Sénégal. Et pour ce qui est du processus électoral, c'est bien suivi au niveau de Rewmi et aujourd'hui est piloté par le vice-président qui sera à la rencontre. Donc Rewmi sera bien présent à la rencontre parce que nous sommes de Wattu Sénégal et nous avons reçu l'invitation du président de la République en tant qu'entité. Et nous avons aussi une plateforme revendicative très claire que nous avons déclinée depuis très longtemps. Donc de ce point de vue, il y a aucun problème. Maintenant, ce qui est important à dire, c'est que ces questions, la question liée à l'élection est une question qui peut être réglée très rapidement. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une fusion, nous sommes dans le cadre d'une coalition de partis politiques qui sont autonomes, qui sont libres. Chaque parti politique a la possibilité de s'exprimer sur n'importe quelle question. Mais le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est qu'on s'accorde sur les règles qui doivent nous départager. Comment mettre en œuvre la retraite à 60 ans dans les entreprises? Le Conseil national du patronat s'est penché sur la question ce matin. La gestion des départs à la retraite des travailleurs, une préoccupation du CNP. Autre question à aborder lors de cette rencontre, les métiers pénibles. Le compte-rendu est signé Al-Hassan Ba et Mohamed Dian. C'est en 2005 que l'accord a été pris sur la retraite au Sénégal à 60 ans, acquis en 2013, place à l'application. Cette rencontre vise à réfléchir sur les tenants et les aboutissants de la décision pour sa mise en œuvre. Il fallait organiser toutes les modalités qui permettent à la fois aux travailleurs et aux entreprises de pouvoir les appliquer à bon escient et faire en sorte que les droits et intérêts soient maintenus. Le problème des métiers pénibles s'est également invité dans les débats. Il y a une confusion entre l'allongement de l'âge de la retraite et la généralisation de l'âge de la retraite. On ne peut pas généraliser. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ne serait-ce que par la constitution physique, tout le monde n'est pas le même état de santé. Vous savez, il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres. Il y en a qui sont plus forts. Alors, compte tenu de l'emploi, du poste de travail qu'on occupe, bien entendu, on est soumis à des conditions de travail plus ou moins sévères qui font qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus assurer la même productivité. La situation des retraités jugée difficile par certaines associations de retraités, la gestion de l'IPRES décriée. Selon Charles Faye, il est important d'apporter des précisions. L'on ne récolte que ce que l'on a semé. La pension n'est que le reflet du temps de cotisation et du salaire qu'on recevait à l'époque et qui a été accumulé pour être restitué à un temps T. L'âge de la retraite, c'est bien ça. Mais si vous avez travaillé 2 ans, vous touchiez un salaire dérisoire, vous ne pouvez pas avoir la même retraite que celui qui touchait des centaines de mille, qui a cotisé pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce n'est pas possible. Donc il y a une question de justice même sociale. Un consensus est recherché ici entre État, employeurs et travailleurs, et ce pour une meilleure gestion de l'état d'invalidité et de pénibilité au travail relatif au départ à la retraite. Le budget du ministère de l'Élevage et des Ressources animales voté ce matin à l'Assemblée nationale, un budget qui connaît une hausse d'environ 7 milliards de nos francs. Le projet de budget pour 2017 s'élève à 22 milliards et plus de francs CFA. Au cours de la séance plénière, les députés ont soulevé des questions relatives au vol de bétail et à l'insuffisance de vol de bétail et à l'autosuffisance. Récit Aminata Mbaresso et Moudou Diop.
Le budget du ministère de l'Élevage et des Ressources animales connaît une hausse. Il passe de 14 milliards 924 millions à 22 milliards 304 millions francs CFA pour 2017. Une augmentation constatée sur les différents segments qui composent le ministère. Par exemple, les dépenses de personnel s'élèvent à environ 1 milliard 931 millions. Une manne financière qui devrait permettre le recrutement de 254 nouveaux agents, parmi lesquels des vétérinaires, des ingénieurs, entre autres. Au cours de la séance plénière, la psychose née de la vente de la viande d'âne s'est invitée dans les débats. Les parlementaires ont rappelé au ministère que les vendeurs de viande ambulants sont toujours visibles dans les coins de la capitale sénégalaise. Autre préoccupation soulevée par les députés, l'autosuffisance de moutons à l'occasion de certaines fêtes nationales. À ce sujet, Aminata Mbengue Ndiaye indique qu'il existe un arrêté interdisant l'abattage des brebis dans les abattoirs, une mesure conservatrice qui devrait permettre la reproduction des moutons. Le contrôle s'avère tout de même plus difficile dans les ménages. Direction Chilogne à présent pour parler d'un hôtel de ville moderne. La commune va être bientôt dotée de cette infrastructure. La pose de la première pierre a été effectuée ce dimanche par le député et maire de Agnam, Farbangom, en compagnie d'une forte délégation. En plus de cet hôtel, la pose de la première pierre d'un centre de santé de Agnam est aussi effective. Farbangom, que je vous propose d'écouter au micro de Lamine Diagne. Nous voici réunis ce matin du dimanche 28 novembre 2016 pour procéder à la pose de la première pierre de l'hôtel de ville de Chilogne. Que de chemins parcours, que difficultés surmontées, aujourd'hui nous commençons à toucher les fruits de nos efforts. Et vous donner rendez-vous dans quelques mois pour procéder, si Dieu le veut, à l'inauguration de cet hôtel de ville que dit le maître d'ouvrage délégué dans 8 mois. C'est un bâtiment R+1. Ça accompagne plus de 9 bureaux, une valeur de 70 millions. Donc c'est un grand bâtiment moderne qui est là aujourd'hui. Donc vraiment, on est vraiment content, on est vraiment ravis. Et puis actualité oblige, vous le savez, la journée mondiale du sida est célébrée ce 1er décembre. Kolda, la région qui a le plus fort taux de prévalence du VIH-sida, 2,4%, une situation inquiétante. Le personnel qualifié fait défaut sur place et les moyens ne suivent pas. Affirmation du docteur Tcherno Cherifsi, coordonnateur régional de la prise en charge du VIH-sida au niveau de Kolda. Je vous propose de l'écouter au micro de Al-Hassan Ba. Kolda est aujourd'hui la région où la prévalence est la plus élevée au niveau du Sénégal, une prévalence qui est estimée autour de 2,4%. Donc c'est une situation vraiment préoccupante au niveau de cette région, avec beaucoup de nouvelles infections qui surviennent dans la région, associées à un déficit en personnel qualifié au niveau de cette région, ce qui fait que la gestion de ces personnes au niveau de la région pose certaines difficultés au niveau de la région. Et accompagné également d'une absence de moyens, parce qu'il faut dire que c'est une région où la pauvreté est très installée, donc les populations sont très pauvres, donc associé à cette forte prévalence de l'infection, ça pose des difficultés dans le suivi des patients au niveau de cette région. Et souvent, il y a une dotation qui est donnée au niveau de la région, mais cette dotation elle est insuffisante. Et quand on connaît la pauvreté de la population, donc ils accèdent difficilement souvent à ces médicaments associés, en tout cas à l'infection au VIH. L'essentiel des patients qui sont suivis vivent dans le monde rural, donc l'accessibilité au niveau des structures sanitaires pose problème. Et autre journée également célébrée ce 1er décembre, la journée mondiale du tirailleur. Il y a exactement 72 ans, jour pour jour, l'armée française procédait au massacre du camp de Tcharoy, tuant des centaines de tirailleurs sénégalais. Biram Senghor, fils d'une des victimes, réclame justice à la France. Notre reporter Barkaba l'a rencontré chez lui à Diakhao. Je vous propose de l'écouter. Mon père, je ne l'ai pas connu. Parce que lui, on l'a tué en 1944, quand il revenait de l'armée, du service militaire, et précisément de la guerre 1939-1945. Bon, à cette époque-là, j'avais à peine 5 ans.
Alors, mais je sais que quand j'ai été sévré, jusqu'au moment où j'avais à peine 5 ans, j'ai entendu mes parents dire, bon, comme mon père était en France, il était parti pour vers la guerre là en France. Ça on me disait. Alors, en 1944, j'avais à peine 5 ans, je dis. Alors un bon matin, les gens sont venus pleurnicher dans la maison, pleurer, gueuler. J'ai dit à ma grand-mère, c'est la maman de mon père là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors il me dit, bon, c'est ton papa qui est décédé. François Hollande là m'aide à faire déterrer cette fosse commune là et que ces gens-là puissent enterrer dans un cimetière. Il faut que François Hollande m'aide à rentrer en possession de ce que la France me doit, c'est-à-dire les annuités de service de mon père, aussi bien que les dédommagements pour le crime que la France a commis. Parlons de tout à fait autre chose. À présent, le directeur général des douanes a inauguré le scanner du poste frontalier de Rosso, Sénégal. L'objectif pour le patron des soldats de l'économie est de faire face aux périls terroristes, aux criminels et aux trafiquants de drogue. Il a appelé les forces de l'ordre et de sécurité à travailler ensemble pour la sécurité de notre pays. Pape Ousmane Gueye est au micro de Seynou Diop et Abusek, nos correspondants à Saint-Louis. Le scanner, pour nous, c'est devenu un outil incontournable parce qu'il nous permet de voir ce qu'il y a dans les conteneurs sans les ouvrir. Vous savez, aujourd'hui, la conteneurisation a atteint des proportions telles que l'essentiel du commerce mondial, des échanges, en tout cas de biens, passe par les conteneurs. Mais au-delà du péril djihadiste, le péril terroriste. Bon, mais moi, je ne parle pas seulement du péril terroriste. C'est vrai, il y a le péril terroriste, mais il y a tous les autres trafics criminels qui utilisent aujourd'hui la chaîne logistique de transport de marchandises. C'est le trafic de drogue. Et vous savez que les routes qui utilisent le trafic de drogue, c'est des routes qui sont changeantes. Aujourd'hui, vous avez une route qui peut venir par exemple de Colombie vers Dakar ou de l'Amérique du Sud vers Dakar. Mais demain, si cette route est bien maîtrisée, ils vont la détourner pour passer peut-être par le nord ou passer par le sud-est. Donc c'est des routes qui sont tout le temps changeantes. D'où l'intérêt justement d'avoir suffisamment de scanners partout où il y a une entrée de marchandises ou de camions dans le territoire sénégalais pour asseoir un bon contrôle. À 10 jours du Gamou annuel de Thiénaba, tout est presque fin prêt pour un bon déroulement de l'événement. Des difficultés concernant un certain nombre de domaines, notamment l'hydraulique, ont été soulevées. Le ministre de l'Intérieur et ses services compétents promettent des solutions au grand bonheur du comité d'organisation. Je vous propose d'écouter respectivement le ministre de l'Intérieur et le coordonnateur de l'événement. Ils sont tous deux au micro d'Iboukan et Tierno Laurent Mendy. On s'est retardé sûrement sur 3 points. L'hydraulique, qui a été vraiment, monsieur le ministre de l'Intérieur a reçu son homologue de l'hydraulique et les points ont été satisfaits. Il y a aussi l'AGEROUTE, on a parlé, vous avez l'entendu avec le docteur Gérard de l'AGEROUTE, ça aussi des solutions vont être prises avant le Gamou. La Sénélec aussi, des solutions vont être prises avant le Gamou. En tout cas, on peut dire, et monsieur le ministre de l'Intérieur aussi était prudent, il a dit pour le moment ça se passe bien, mais on attend le début des activités sur le terrain pour dire vraiment que on peut être optimiste. Je demandé au gouverneur, après l'avoir exprimé toute ma satisfaction, en même temps que tous ses collaborateurs, donc je lui demande de continuer de rester vigilant, mais surtout en relation avec le comité d'organisation, de veiller en tout cas à ce qu'on ne soit pas surpris au dernier moment. Pour le moment, tout se passe bien, le rythme est satisfaisant. On espère que d'ici là aussi, comme par le passé, il n'y aura pas de surprises désagréables. Direction la foire de Dakar qui fait l'affaire des étudiants et élèves en cette période. Ces derniers jouent le rôle d'interprète entre certains clients et les exposants étrangers qui ne comprennent pas notre langue. Ils sont souvent rémunérés quotidiennement. Ces métiers saisonniers permettent d'acquérir de l'expérience selon ses principaux adeptes. Je vous propose de les écouter dans ce reportage signé par Farahning et Mardia. I work for the Pakistan. They don't speak Wolof. That's why I'm here to interpret for them our language. Elles sont très sollicitées pendant les foires
Elles sont pour la plupart des étudiantes dans différentes langues qui facilitent le dialogue entre certains clients et les exposants étrangers. Ça se passe très bien, on travaille avec eux, ils ne comprennent pas la langue Wolof, on les traduit et tout. Et on traduit pour eux aussi. On vient ici pour les aider, pour discuter avec les clients. Ils ne comprennent pas le Wolof et le français. C'est pour cela qu'on vient ici pour les aider. Un travail temporaire qui permet de subvenir à certains besoins. Il est souvent rémunéré quotidiennement. Par jour. On est rétribué journalièrement, mais certains peuvent attendre jusqu'à la fin du mois pour recevoir leur dû. C'est vraiment bien pour nous. On nous paye par jour, mais nous laissons ici notre argent jusqu'à la fois est finie. En plus de la rémunération, les préposés à l'interprétariat gagnent également en expérience. C'est trop sympa et puis ça me permet de faire beaucoup de connaissances avec les gens aussi, l'expérience aussi, surtout ça. Ça nous permet de nous occuper de manière temporaire. Actuellement, les jeunes n'ont pas de boulot. La foire, en plus d'être un espace de rencontre et d'échange, elle est également pourvoyeuse de petits métiers au bonheur des demandeurs d'emploi saisonniers. Hors de chez nous, les Gambiens appelés aux urnes ce jeudi pour choisir leur nouveau président. Particularité du scrutin, le vote se déroule avec des billes en guise de bulletin. Les quelques 890 000 électeurs gambiens devront départager Yaya Jammeh, Adama Barrow, candidat unique d'une large coalition de l'opposition, et Mama Kandeh, ancien député du parti au pouvoir représentant une nouvelle formation. Et les premiers résultats devraient déjà être connus dans la nuit de jeudi à vendredi. En France, François Hollande renonce à sa succession. Le président de la France ne se représentera pas à la présidentielle de juin 2017. Déclaration faite à la télévision il y a juste moins d'une heure. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Je tenais ici à vous en faire part directement, comme je m'y étais engagé au début du mois de décembre, tel que je l'avais moi-même annoncé. Je le fais en prenant toute ma responsabilité, mais aussi en appelant à un sursaut collectif et qui engage tous les progressistes qui doivent s'unir dans ces circonstances. Parce que ce qui est en cause, ce n'est pas une personne, c'est l'avenir du pays. Je ne veux pas que la France soit exposée à des aventures qui seraient coûteuses et même dangereuses pour son unité, pour sa cohésion, pour ses équilibres sociaux. L'actualité sportive que nous démarrons tout de suite avec le tournoi de l'UEMOA qui se déroule au Togo. Le Sénégal est en finale. Les Lionceaux ont dominé dans leur dernier match de poule la Guinée-Bissau sur le score de 5-0 pour se qualifier avec 7 points. Ibrahima Niane, Crépin Diatta, Habib Gueye et Aliou Badji, auteurs d'un doublé, sont les buteurs sénégalais. Les U20 du Sénégal vont affronter en finale l'équipe nationale locale du Mali et ce sera ce samedi à Lomé. Football toujours, mais cette fois-ci à Dakar. La Ligue sénégalaise est-elle devenue attractive? En tout cas, le début de saison des clubs poussés à l'optimisme. Les entraîneurs sont devenus moins frileux dans leur tactique. Un sujet signé Chertidiane Diao, Younous Diatta. Début du spectacle de l'ambiance, la Ligue 1 sénégalaise connaît en ce début de saison un regain d'intérêt qui s'explique. Cette année, à part Dominique Mendy qui est parti au Liban, il n'y a pas de départ majeur. Le meilleur joueur et le meilleur buteur du championnat, du dernier championnat, Pape Ibn Ba, est resté. Il est parti au Stade de Mbour. C'est une première d'être meilleur joueur et d'être meilleur joueur local et de rester ici au pays. Ce qu'on craignait les dernières années, à chaque fois, on était obligé de repartir à zéro. Mais aujourd'hui, c'est une continuité.
Génération Foot et Teungueth FC sont promus cette année, 2 équipes qui prônent un football offensif. Pour une première saison en Ligue 1 pour Génération Foot, je pense que nous, on est déjà porté sur l'attaque. Mais quand vous regardez l'ensemble des équipes qui sont cette année en Ligue 1, je pense que tous, ils ont une obligation de résultat. Et c'est des compétiteurs. Et je pense que, comme c'est un spectacle, comme on veut faire revenir les spectateurs du foot au stade, donc il est normal qu'aujourd'hui qu'on puisse pratiquer du beau football. La Ligue 1, ce championnat défensif, est-il en train d'opérer sa mue? Malik Daf, quand il est arrivé au Djaraf, la première impression des supporters c'était quoi? C'est que c'est un entraîneur défensif, donc il était contesté. Les supporters commencent à critiquer, à contester les entraîneurs, comme les dirigeants le font également. Donc les entraîneurs sont obligés d'être moins calculateurs. 2 seuls 0-0 depuis le début de la saison. Une aubaine pour le football local. Un spectacle garanti entraîne certainement des gradins garnis. Et du gazon vert, nous passons au parquet pour parler basket. Don Bosco écrasé par l'AS Ville de Dakar 106-29 lors de la première journée du National 1 féminin. Dibaloc qui encaisse face au Duc 119-39 en deuxième journée. Les 2 équipes promues souffrent en ce début de saison. Une différence de niveau qui s'explique par le manque de compétition en National 2. Cher Sadibou Diarra, Mambiram Diouf et Younous Diatta nous en disent plus dans ce reportage. Don Bosco et Dibaloc, 2 équipes promues en National 1, ont chacune pris une défaite de plus de 100 points en ce début de championnat. Des déconvenus dû peut-être à un problème de niveau ou de compétitivité. Les deux à la fois, donc il y a un manque de compétition de ces équipes qui accèdent souvent en première division. On sait comment ça se passe la deuxième division. Voilà, il y a une phase zonale, après il y a une phase nationale avec un tournoi. Bon, si on cumule le tout, ça ne fait pas plus de 10 matchs. Ce qui fait que c'est un peu difficile pour ces équipes lorsqu'elles accèdent en première division. Donc ça se voit sur le terrain et après il y a le problème de niveau. L'AS Ville de Dakar et Dakar Université Club, 2 ogres du championnat, ont laminé ses promus. Pas un scandale, Don Bosco et Dibaloc peuvent espérer pour la suite. C'est qu'un début, donc voilà, ce sont des équipes qui auront le temps de s'habituer, donc voilà, et de prendre aussi surtout en rythme. Donc c'est pas toujours évident le début de saison. Donc voilà, on espère que ces équipes pourront rivaliser avec d'autres équipes qui sont de leur niveau. Néanmoins, pour permettre aux promus de rivaliser avec les équipes de l'élite, la mise en place de National 2 fort est préconisée. Tout le monde demande un championnat régulier au niveau de la D2. Bon, après, on te parle de problèmes de moyens, ce qui est évident. Et probablement d'ici la saison 2017-2018, mais faire un championnat de deuxième division fort. L'inconvénient, c'est qu'il y aura d'autres villes qui seront absentes du basket. À peu près 8 à 9 équipes et 10 équipes qui vont jouer. Les autres équipes, ce seront en rade. Depuis quelques saisons, la plupart des équipes promues dans l'élite retournent à l'étage inférieur. Dibaloc et Don Bosco vont devoir vite trouver des solutions pour ne pas connaître le même sort. Et puis pour être complet sur l'actualité liée au basketball, voici les résultats enregistrés lors du début de la deuxième journée de National 1 Dames. Asfo US Wakam 50-40, Duc Dibaloc 119-39, Djaraf Mbour BC 72-35. La suite de cette deuxième journée est prévue ce week-end en National 1 Hommes. Il n'y avait qu'un seul match au début de la deuxième journée, c'était Jia Sibak. Il s'est soldé sur un résultat 55-64 et le reste des rencontres se joueront également ce week-end. Voilà qui met fin donc à ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellent week-end aussi.